L'histoire des Juifs de France, c'est tous les matins sur Radio J et c'est toujours en compagnie de Christophe Dard. Un nouvel épisode inédit ce matin et pour ce nouveau numéro, nous sommes à la fin du 19e siècle, en pleine affaire Dreyfus, toujours en 1894. Le capitaine, pour rappel, a été condamné pour haute trahison, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne, l'ennemi juré de la France. Dégradé, il est ensuite déporté en Guyane dans des conditions très difficiles. Pendant ce temps, en France, certains soutiennent le capitaine Dreyfus. Peu nombreux, ils sont convaincus de son innocence et celui dont nous allons parler aujourd'hui a même été l'un des tout premiers à le soutenir. Une prise de position alors aussi rare que dangereuse. Il s'appelle Bernard Lazare. Journaliste juif, nous faisons son portrait ce matin avec vous, Christophe. Et Lazare Marcus Manassé Bernard, né en 1865 à Nîmes. C'est une de ces nombreuses villes du sud de la France où la présence juive remonte au Moyen-Âge, qui abrite une communauté importante. C'est d'ailleurs à Nîmes qu'est né en 1796 l'avocat Adolphe Crémieux, dont on a souvent parlé, et puis plus tard un Crémieux qui n'a rien à voir avec Adolphe, un Gaston Crémieux, avocat, journaliste, écrivain, qui sera fusillé. On en a aussi parlé en 1871 à Marseille pour avoir participé au soulèvement de la Commune dans la cité phocéenne. Lazare Bernard est l'aîné des 4 fils de Jonas Bernard, négociant de prêt-à-porter, de Douce Noémie Rouget, qui descend d'une famille bourgeoise de la région toulousaine, puisque sa famille a créé une des premières manufactures de draperie et de passementerie. La famille Bernard n'est pas très croyante, mais elle est attachée aux fêtes traditionnelles juives. Alors celui qui s'appelle encore Lazare Bernard mène de brillantes études et se tourne vers la littérature. Son meilleur ami est lui-même un poète juif toulousain, Ephraim Michael, et les deux amis se font passer pour des cousins. Ephraim Michael encourage Lazare à se rendre à Paris pour y mener une carrière d'écrivain. Il arrive dans la capitale en 1886, il s'inscrit à l'école pratique des hautes études dans la section des sciences religieuses. C'est un élève assidu mais turbulent et têtu. Lazare qui remet d'ailleurs un mémoire consacré à la législation conciliaire relative aux Juifs et qui reste toujours très proche de Ephraim Michael, avec lequel il va composer un texte, une légende dramatique en 3 actes, La fiancée de Corinthe, où pour la première fois il signe Bernard Lazare, ayant donc inversé, vous l'aurez compris, son nom et son prénom. Hélas, Ephraim Michael meurt en 1890 de la tuberculose à seulement 24 ans, un décès qui va bouleverser Lazare. Bernard Lazare a 25 ans et c'est la période où il s'intéresse à la politique, en particulier à l'anarchisme, un mouvement qui inquiète en raison de la mise en place de l'action directe qui consiste à commettre des attentats partout où cela est possible contre le système et ses représentants, c'est-à-dire contre la bourgeoisie en fait et le catholicisme. Et c'est en 1892 que commence vraiment la période des attentats anarchistes qui vont se multiplier pendant plusieurs mois. Un ouvrier du nom de Ravachol commet des délits, des assassinats, des attentats, des vols avant d'être guillotiné en 1892. Cette vague de terrorisme anarchiste qui se poursuit aussi au cours des mois suivants. Le 9 décembre 1893, une bombe explose à la tribune de la Chambre des députés. Et puis en juin 1894 à Lyon, et là c'est évidemment hautement symbolique, le président de la République, Sadi Carnot, assassiné par un anarchiste italien, Caserio. Face à cette menace, une série de lois réprimant le mouvement anarchiste sont votées en urgence. On les appellera les lois scélérates. Alors il faut préciser, Christophe, que Bernard Lazare n'est pas du tout partisan des attentats, lui, mais il soutient les anarchistes dans les nouvelles et les articles qu'il écrit dans les journaux, et il vient même à leur procès. Parallèlement, Lazare s'intéresse aussi au judaïsme. Et il entre effectivement en contact avec Rahad Am, un penseur juif né en Ukraine. C'est l'une des figures d'un mouvement qu'on va appeler les Amants de Sion. Il était né en Russie, ce mouvement, quelques années plus tôt, face à la hausse des pogroms et des émeutes anti-juives. Et le but, c'est le renouveau du peuple d'Israël par la formation d'un foyer national juif et à l'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël, comprenez le retour vers Sion, c'est-à-dire le sionisme. Les Amants de Sion font partie de ces mouvements, justement, qui vont jeter les bases du premier congrès sioniste de Bâle, très important, en 1897. Et Lazare sera d'ailleurs pendant un temps assez proche de Théodore Herzl, le père du sionisme, mais Lazare reste aussi parallèlement anarchiste et du coup, il va quand même finir par prendre ses distances avec Herzl. Lazare écrit en effet en 1899 « Vous êtes des bourgeois de pensée, des bourgeois de sentiments, des bourgeois d'idées, des bourgeois de conception sociale. » C'est tout naturellement aussi que dans cette période où la France connaît un regain d'antisémitisme, notamment avec les écrits
écrits d'Édouard Drummond. On en a parlé dans cette chronique. Bernard Lazare s'intéresse de près à la haine des Juifs. Et en 1894, il publie un ouvrage très documenté, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, sur les origines de ce fléau. Je le cite, « Partout où les Juifs, cessant d'être une nation prête à défendre sa liberté et son indépendance, se sont établis, partout s'est développé l'antisémitisme, ou plutôt l'anti-judaïsme. » Il faut donc dire que Lazare devient une référence dans la lutte contre l'antisémitisme et il est donc contacté par le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu, lorsque le capitaine est envoyé en Guyane en 1895. Alors Lazare connaît déjà l'affaire, mais il va consacrer tout son temps, lui, à éplucher dans le détail le bien maigre dossier d'instruction et arriver à la conclusion que Dreyfus est innocent, tout simplement. Une position alors à contre-courant, on peut bien le dire, de ce que pensent les politiques et la presse. Et à la fin de l'année 1896, alors que cela fait presque 2 ans qu'Alfred Dreyfus est en Guyane, avec la mise en place même de conditions d'incarcération plus rudes encore, suite à des rumeurs d'évasion infondée, Lazare, qui vient de publier Contre l'antisémitisme, histoire d'une polémique, publie à Bruxelles un mémoire intitulé L'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire, tiré tout de même à 3500 exemplaires. Alors il synthétise un travail entamé depuis des mois et il démonte l'accusation point par point, aidé aussi par des révélations de la presse à ce moment-là, qui finalement affirme que l'enquête a avancé et que Dreyfus n'est sans doute pas le coupable qu'on a bien voulu faire croire. Donc Lazare s'appuie évidemment sur cela et écrit en conclusion: il est encore temps de se ressaisir, qu'il ne soit pas dit que, ayant devant soi un juif, on a oublié la justice. C'est au nom de cette justice que je proteste, au nom de cette justice qu'on a méconnue. On a obtenu sa condamnation par des moyens illégaux. Je demande la révision du procès. Et pour l'anecdote, dans une première version très virulente d'ailleurs de ce texte, Lazare avait écrit « J'accuse », célèbre injonction reprise par Zola au début de l'année 1898 en une du journal L'Aurore, journal pour lequel a travaillé Lazare. Peut-être que Lazare effectivement a prêté son j'accuse à Zola, les deux hommes sans doute se connaissaient. Il faut savoir que Lazare va vraiment récidiver en la matière, puisqu'en 1897 il remet ça avec une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus, 2e mémoire avec des expertises d'écriture, et là il insiste sur le poids de l'antisémitisme dans cette affaire. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il va suivre dans le détail le procès en révision qui s'ouvre à Rennes le 9 septembre 1899 et dont bien sûr nous reparlerons. Bernard Lazare est donc l'un des premiers Dreyfusards à exprimer ouvertement ses convictions et fait partie de ces intellectuels et de ces écrivains qui s'engagent, ce qui est une nouveauté pour l'époque, même s'ils sont encore assez rares. Et Lazare est effectivement l'un des pionniers de cet engagement des intellectuels qui s'est perpétué depuis. En fait, on a souvent pour habitude de dire que les intellectuels se sont engagés pour la première fois en France pendant l'affaire Dreyfus. Alors, notre ami Lazare est notamment très proche de Charles Péguy, qui a 8 ans de moins que Lazare, qui est socialiste, c'est-à-dire à l'époque d'extrême gauche, mais les deux hommes partagent vraiment les mêmes combats. Il y a bien sûr l'affaire Dreyfus, mais aussi la défense de la cause arménienne, qui n'intéresse personne à ce moment-là, alors même que les Arméniens sont persécutés par les Turcs. Et puis Lazare, en bonne amitié, va aussi donner des contributions au cahier de la quinzaine, la revue fondée et dirigée par Charles Péguy. Et oui, des gens bien. Alors s'il combat l'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus, Lazare lutte contre le rejet des Juifs par des reportages sur le terrain dans d'autres pays. Et ça aussi, c'est assez nouveau pour l'époque. Il va notamment se rendre, Bernard Lazare, en Roumanie pour le journal L'Aurore et évoquer les terribles conditions de vie des Juifs sur place. Il en profite aussi pour faire un petit peu le récit de l'histoire des Juifs dans la nation roumaine. Et puis par ensuite pour la Russie, où il fait un nouveau reportage sur les Juifs, là aussi en danger. Vous voyez quand même qu'à l'époque, c'est très novateur de faire des reportages en Europe de l'Est, dans des pays dont on ignorait, il est vrai, la condition des Juifs. Mais hélas, Bernard Lazare n'aura pas le temps de publier cette somme, car il est très malade, il est atteint d'un cancer et il meurt en septembre 1903 à seulement 38 ans. Peu connu de son vivant, malheureusement, Bernard Lazare, anarchiste mais attaché à ce que les Juifs puissent vivre en terre d'Israël, très sioniste, il est devenu une figure de la lutte contre l'antisémitisme en France. Il était donc bien normal ce matin de lui consacrer un épisode de notre histoire des Juifs de France que l'on retrouve très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup Christophe Dard. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.